Okay, let's go. Recording progress. T'as perdu. Today we are. T'as pas perdu que la voix, t'as perdu ton anglais aussi. Oula. C'est C'est violent. quoi? C'est David qui a taclé comme ça? Oh là Non, là. C'est jamais. moche entre associés. Hein. C'est moche. On the cell. Ah. Hello. Oh non, pas lui. Oh non. Vous avez eu mon petit message? Non. J'ai un smile qui touche les oreilles. Ah. Ça y est, t'as trouvé plein de pognon? Ouais. Bravo. Bon, Bravo. est-ce que c'est bouclé? T'as tout bouclé? T'as Non, tous non, les pas sous tout. Oh non, 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 ça aurait été trop facile. Là, je ferais la roue. Non, non. Et autant hier, c'était une journée ouais, bad. Puisque j'ai émergé qu'en fin de journée, quand je suis venu te voir, Olivier. Mais là, ce matin, j'étais d'attaque. Et puis, ouais, c'est plutôt cool, quoi. Donc, mais c'est chiant, c'est foutu montagne russe, quoi. C'est la vie. Surtout en ce moment, les montagnes russes, je suis pas sûr. Que Ouais. C'est pas très, Entre- très à la mode. Entre la plaine ukrainienne et les montagnes russes. Ouais, je sais pas. Ça. Salut, Edouard. J'avais pas vu que tu étais là. Salut. Attends, il s'est mis en mode beau gosse. Il s'est mis en mode beau gosse. Il a fait tomber la casquette. Ouais, elle est même pas là, tu vois. Elle est loin, la casquette. Donc, oui, tiens, Olivier, j'ai posé la question à Guillaume. J'étais en visio avec lui juste avant et il y a bien des frais. Oui, 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 il m'a dit aussi, il m'a répondu. Il m'a répondu. Ah, ok. Ouais, non, mais j'ai eu les infos, il y a beaucoup de. Du monde qui commence à. Ouais. Top. D'accord. Attends encore quelques minutes. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Sur le 27 octobre. Alors, du coup, on va pouvoir commencer tout doucement. Je vais pouvoir introduire un petit peu ce webinaire. Donc, dans un premier temps, merci à tous d'avoir répondu présent pour participer à ce webinaire en compagnie de Rémi de Yago, de chez Yago, qui est accompagné aujourd'hui par David parce que Rémi a un petit peu perdu la voix. Donc, du coup, David sera là pour le supporter et ajouter des éléments sur son retour d'expérience. Porté. Aujourd'hui, on a Olivier Martineau qui vient de créer sa nouvelle startup Charniro. Donc, merci Olivier d'intervenir aujourd'hui. Et enfin, nous avons Édouard Petit, le fondateur de Magma App. Donc voilà, qui seront là aujourd'hui pour nous faire part de leur retour d'expérience sur le télétravail, le remote, le travail à distance. Donc voilà. Tout d'abord, avant de commencer, je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Julia Bourgois, donc je suis chargée de communication à la French Tech Rouen. Donc quand vous recevez des mails, des newsletters, c'est moi qui vous les envoie. Et voilà, donc on va essayer aussi pour ce début de rentrée scolaire de plus en plus d'événements. Oui, allô? J'ai cru entendre quelqu'un parler. Donc voilà, je rebondis aussi sur un événement qui aura lieu le 27 octobre, donc avec les avocats de chez Bolt qui seront là pour évoquer la thématique suivante qui est comment réussir sa levée de fonds. Donc un sujet qui intéresse énormément aujourd'hui pour les startups. Donc je vous invite à vous inscrire. Vous avez dû recevoir un mail en début de semaine sur les différents sujets qui seront évoqués. Seront présents Serge Vatine, Clémence Branchereau et Antoine, j'ai oublié son nom, mais il est présent sur le mail. Donc voilà, on va pouvoir commencer du coup sur la première thématique qui est le télétravail. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais laisser Rémi et David de chez Yago prendre la parole pour nous expliquer un petit peu leur retour d'expérience sur ce sujet. Merci à tous et bon webinaire. Merci. On ne t'entend pas, Rémi. Il est à faune. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Bonjour. Ceci n'est pas une blague. C'est vraiment ma voix. Et encore, c'est mieux qu'il. Donc, merci à tous d'être venus ce matin. David va vraiment me suppléer parce que je ne vais pas avoir beaucoup de puissance pour vous parler de notre expérience
avec nos confrères Édouard et Olivier sur le télétravail. L'objectif, c'est de passer un bon moment avec vous pendant 1 heure maximum et encore 12h30. On se timebox et c'est fini. Vous pouvez aller déjeuner tranquillement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire notre retour sur le télétravail, comment nous on perçoit le télétravail dans nos startups et on n'est pas forcément des experts, on ne va pas vous dire quoi faire, on va vous dire ce qu'on fait, du moins. Et donc, il n'existe pas une bonne méthode, je crois, il en existe plusieurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous créer un webinaire qui soit dynamique. N'hésitez pas à poser aussi vos questions de Zoom. Au milieu de la barre du Zoom, vous avez un petit bouton qui s'appelle discuter ou chat. Vous pouvez poser vos questions et on essaiera de les suivre et de vous répondre de manière interactive. Puisque même si c'est un webinaire et qu'on n'est pas en présentiel, on vous fait confiance, allez-y, participez. On est là justement pour rendre ça dynamique. David, du coup, je te laisse peut-être introduire qu'est-ce que c'est. Alors, juste pour avant ça, juste pour repréciser, donc David et moi, on est les 2 fondateurs de Yago.com, une startup qui aide tous ceux qui ont des logements de vacances à améliorer la partie opérationnelle, c'est-à-dire gestion des équipes pour préparer l'accueil de leurs locataires et aussi pour surtout améliorer l'expérience client, parce qu'on est tous d'accord qu'on se plaint toujours du service client et que c'est jamais assez bien, et Yago est là pour révolutionner l'expérience client. David, à toi de faire le job maintenant. Ah, nickel. Bonne introduction, merci. Télétravail, moi, ce que je voulais d'abord préciser, c'est que dans le mot télétravail, je vois 2 choses. Et peut-être ça vaut le coup de le distinguer. Il y a 2 types de télétravail. Il y a ce qu'on appelle le full remote et le réel télétravail, dans le sens où, quand j'entends télétravail, c'est une période temporaire qui sous-entend en fait une période dans la semaine ou dans le mois qui est en présentiel. Moi, je vais vous parler de ce qu'a fait Yago ou de mon expérience passée aussi dans une autre startup, dans le sens où on n'est pas en télétravail, on est en vrai full remote, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de bureau physique. Et on est en full remote de par notre localisation géographique, dans le sens où effectivement, on a des intervenants qui travaillent sur Rouen. Rémi en fait partie. Moi, je suis sur Paris. On avait des personnes qui étaient en UK, d'autres personnes qui sont au Maroc. On a un Égyptien dans la team. On a eu des Serbes, on a eu des Arméniens, on a eu des Algériens, on a eu des Tunisiens. Donc, en fait, le côté multiculturel et cosmopolite de la société a fait que le télétravail ou le full remote était obligatoire pour nous. Et il a fallu s'organiser autour de ça. Je parle de ça. Moi, personnellement, j'ai eu une autre startup dans le passé qui intervenait sur les marchés financiers, où en fait, on avait plusieurs bureaux basés sur les places financières mondiales que sont New York, Singapour, Chicago, en passant par Londres, Paris, Francfort, Singapour et Hong Kong. Et il va de soi qu'on ne pouvait pas avoir un bureau physique pour tout le monde. Et je parle de ça dans les années 2000, où en fait, on était déjà en full remote. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Enfin, moi et à Rémi, c'est quelque chose que l'on prône en interne, de par cette mixité culturelle, parce que ça apporte un vrai plus à une société. Ça permet de parfaire son anglais au quotidien aussi. Mais au-delà de ça, le télétravail, on rentrera un petit peu plus dans le détail, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est pour moi, le télétravail, c'est quelqu'un qui va prendre possession, qui va rentrer dans une société en ayant, pour moi c'est un luxe, hein, en ayant le luxe de travailler de chez lui, en ayant le luxe d'organiser un petit peu son temps de travail. Mais ça a une réelle implication dans la possibilité de scalabilité d'une société, dans le sens où géographiquement, on peut se spreader aussi facilement. Alors que si on était tous en local, ce n'est pas toujours facile d'aller casser les frontières et d'aller ouvrir de nouveaux bureaux. Donc voilà pour moi ce qu'est le télétravail, mais encore une fois, ce que je voulais distinguer au départ, c'est le full remote et le télétravail qui pour moi sont 2 notions un petit peu différentes. Top, merci David. Du coup, je crois qu'on peut passer la main à Édouard.
pour qu'il donne un peu son avis sur le sujet. Ouais, alors, effectivement, pareil, enchanté, plaisir, tout le monde. Nous, on est une petite boîte aussi, alors full remote, je pense qu'effectivement, c'est le terme, ou full télétravail. On n'a pas de bureau en tant que tel, on est maintenant 6. On est tous dans 6 villes différentes. Et effectivement, moi, du coup, ça va faire plus de 5 ans que je suis à distance avec les différentes équipes avec lesquelles je bosse. Donc, j'ai commencé à avoir une petite expérience sur le sujet. Pas mal de gens, généralement, me demandent un petit peu comment il faut faire pour mettre en place ce genre de politique-là. Pour moi, c'est un sujet qu'il faut vraiment mûrement réfléchir pour chacun de vous si vous voulez mettre ça en interne, pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Et souvent, moi, c'est ce que je dis, c'est que c'est les transitions d'un modèle bureau à un modèle hybride ou un modèle totalement à distance sont les étapes les plus complexes parce que là, nous, sur Magma, on a commencé la boîte en distanciel. Donc, ça a tout cadré de cette façon-là. On n'a jamais eu de bureau, on n'a jamais cherché des gens à un endroit en particulier. Et chaque personne qu'on a cherchée, on l'a cherchée avec des compétences qui sont nécessaires pour ce cadre-là. C'est un autre truc que je dis souvent, mais pour moi, tout le monde, tous les employés ne sont pas faits pour faire du télétravail, pour plein de raisons. Déjà, tout le monde n'a pas un espace confortable, convenable pour pouvoir travailler hors d'un bureau. Donc ça, c'est la réalité. Je vois là plein de boîtes qui recrutent des alternants et qui leur disent tous bah, vous restez chez vous, ça va être trop cool. L'alternant, sur le début, il se dit trop chouette, je vais pouvoir bosser de chez moi, je suis peinard. Et en fait, au bout de 2 mois, il y a les premiers symptômes. C'est en fait, la qualité du travail de ces personnes, elle n'est pas ouf parce qu'ils bossent dans leur canapé, dans leur lit, dans leur appart étudiant. Si c'est des gens qui sont sur Paris, leur salaire paye tout juste l'appart, donc ils ne vont pas se prendre un bureau, se prendre un bureau en plus. Et puis en fait, la solitude, c'est un truc qui n'est pas facile à gérer, même si on a l'impression que chez soi, c'est plus cool. Donc pour moi, ce qui est important, c'est pour toutes les boîtes en cours là, qui sont là et qui se posent la question d'ouvrir cette politique à un changement, posez-vous les questions si est-ce que les gens que vous avez aujourd'hui dans l'équipe sont des gens qui ont ces capacités sociales et professionnelles d'y arriver. Tout le monde voue un espèce de culte à bosser chez soi. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui préfèrent aller au bureau et avoir une condition confortable de bureau à côté de chez eux pour voir des gens à la machine à café, pour avoir un espace de travail avec 3 écrans, pour avoir tout le confort de vie qu'a un bureau aujourd'hui. Donc, posez-vous vraiment bien cette question et ensuite, seulement ensuite, avancez sur une réflexion de qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place au sein de votre boîte. Parce que finalement, il y a beaucoup de littérature sur Internet, il y a beaucoup de modèles. Et nous, à juste comparer les 3 modèles qu'on a, alors qu'on est tous les 3 en full remote, que ce soit Olivier, Yago, Rémi, David et moi, on a tous des fonctionnements différents et on a tous vraiment des règles totalement différentes. Donc, c'est ça qui est un petit peu difficile à dire, les best practices. Pour moi, les best practices, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous avez envie de fournir comme cadre. Voilà ma petite intro sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bienvenue de Marseille. Alors, trop cool. Et Olivier, je te laisse conclure sur ce petit Ouais, moi, départ. j'ai une petite expérience un peu différente parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais CEO de Spread, qui est une boîte pas en full remote. Et comme tout le monde, avec le confinement, on s'est retrouvé à être en full remote. Et du coup, on a été un peu confronté à un challenge. Ouais, clairement un challenge. Et en fait, ça nous a bien plu et on a mis en place plein de choses par rapport à ça. Alors moi, j'ai décidé d'une nouvelle boîte de la faire en full remote pour plein de raisons, mais je veux dire que la première, c'est la disponibilité des gens et pouvoir recruter un petit peu partout. Et voilà. Mais je veux dire, ça, c'est effectivement personnel. Je suis complètement d'accord avec Edouard quand il dit que c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est évident. Mais par contre, ce qui est fait pour tout le monde, c'est qu'il y a plein de choses dans l'organisation full remote qui est hyper bénéfique pour toutes les entreprises, même celles qui sont en présentiel. Parce qu'au final, on n'a jamais 100% des salariés
au bureau. Et à partir du moment où on n'a jamais 100% des salariés au bureau, pourquoi on ne les a pas? Parce qu'ils sont en déplacement, parce qu'ils sont chez un client, parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils sont malades. Enfin, voilà, ça n'existe pas 100% des salariés au bureau. C'est un rêve. Avant, j'avais un boss qui disait, ouais, moi, je veux pouvoir organiser une réunion avec mes commerciaux dans l'heure, si c'est important. Faut qu'ils soient au bureau. Et le même disait, ouais, mais moi, mes commerciaux, ils n'ont rien à foutre au bureau et ils doivent être sur le terrain et chez les clients, je veux pas les voir au bureau. Donc, voilà, c'est effectivement assez. Donc, comment on s'organise à partir du moment où on n'a pas les gens qui sont dispo au bureau et comment on fait pour rendre explicite toute la communication qui est implicite en fait. C'est ça ce qui se passe au bureau, c'est que quand on est 1, 2, 3, 4 ou 5, bah, en fait, tout le monde sait tout, on peut discuter de tout n'importe quand. Enfin, voilà, la communication est hyper fluide. Et quand on est à distance, bah, c'est pas du tout le cas. Et quand on est avec des équipes de 10, 20, 30, 40 personnes, 50 personnes, alors quand c'est plus, c'est évidemment de pire en pire, bah, du coup, la communication, elle est plus du tout explicite. Et je pense que dans tous les cas, l'organisation qu'on met en place pour le remote, bah, en fait, elle est aussi super utile pour toutes les entreprises. Je pense qu'on va rentrer un peu dans le détail après sur comment on fait chacun et comment on fait ça. Donc, dans tous les cas, ça pose des questions. L'organisation remote pose des questions que toutes les entreprises devraient se poser, même celles qui choisissent pas d'être en remote. Et puis, bah, aujourd'hui, enfin, quelques jours de télétravail, j'ai quand même l'impression que c'est devenu un grand standard et que les entreprises qui sont 100% présentielles, c'est quand même assez compliqué. Voilà. Je vous remercie pour cette première partie d'explication. On a déjà un petit peu plus ou moins abordé des sujets qui vont être creusés pendant cette session. Finalement, pour conclure cette première partie, je pense que certains d'entre nous ont connu aussi ce qu'on appelait le home office. Il fut un temps qui s'est transformé en télétravail ou full remote. Et finalement, l'enjeu dans tout ça, c'est comment créer du lien social dans tout ça pour dire, il y a l'aspect légal, mais comment je fais en sorte de garder du lien avec mes collègues. Avant, nous avions l'habitude d'être côte à côte dans un bureau. Maintenant, on peut être côte à côte dans une Zoom. On peut être même plus nombreux dans un même endroit en étant géographiquement à des lieux différents. Donc, finalement, voilà, que ce soit David, Édouard ou Olivier, je vais faire le rôle d'animateur pour aujourd'hui, ça me va bien. C'est le bon rôle. De votre côté, voilà, comment vous arrivez à mettre en place des choses dans l'entreprise qui permettent de créer du lien, créer de l'engagement à la fois des collaborateurs. Et puis, quand on est une start-up, il ne faut pas oublier que des fois, on est simplement, comme David et moi, deux associés qui ne sont pas forcément ensemble physiquement. Et comment on s'organise autour de tout ça et comment on conserve finalement l'unité et la vision, l'ambition que l'on avait au démarrage, comment on construit sa start-up pour en faire une belle entreprise. Est-ce qu'on conserve le même tour, ça vous va, ou vous voulez, comme vous voulez, les gars? Comme tu veux, comme tu veux. Je reprends la main. Moi, je pense que l'objet clé qu'a pointé du doigt Olivier, c'est effectivement la communication. Je pense que sans communication, encore une fois, le premier point, c'est tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Maintenant, partons du principe qu'on est entouré de collaborateurs qui sont, on va dire, qui ont de l'appétence à faire du télétravail, qui ont un bon environnement de travail et qui ont une pièce dédiée sur laquelle ils vont pouvoir justement faire leur bulle professionnelle au sein de leur appartement ou de leur maison. Mais au-delà de ça, je pense que la communication, elle est clé. C'est-à-dire que il faut avoir des temps de communication et ça passe par l'influence des fondateurs ou des hommes clés de la société. C'est d'être, beaucoup plus disponible quand effectivement, ça va demander de la part des collaborateurs une grande autonomie. Et je pense que les gens en télétravail apprennent beaucoup plus facilement et ce lien subordonné hiérarchique existe un petit peu moins parce qu'il n'y a pas cette présence physique. Mais au-delà de ça, créer des liens, moi je pense que le fait qu'on ne soit pas, alors là je vais parler de Diago, on ne soit pas géographiquement au même endroit,
Ça permet encore une fois une mixité culturelle et ça permet d'apprendre un petit peu ce que les gens ont de différent dans différents pays. On arrête d'être un petit peu nombrilisme au sein de notre région et au-delà des frontières territoriales, métropole. Donc ça permet aussi de créer des échanges un petit peu différents que ce qu'on pourrait avoir à la machine à café. On n'a pas les mêmes attentes. Quand on parlait d'un Arménien, on a eu un Arménien dans l'équipe, où il nous parlait que de temps en temps, il y avait des coupures d'électricité parce qu'il y avait quelques bombes qui tombaient pas très loin. Ça nous change un petit peu du croissant café à la machine. Donc, bon, ça permet d'avoir un petit peu d'autres sujets de conversation que les sujets franco-français ou normaux-normands. Mais voilà, créer du lien, c'est mettre des outils en place. Je pense qu'on parlera de l'outillage aussi parce que la communication, faut pas non plus que ça se transforme en des mails systématiques, des communications tous les lundis. Ce qui a été important chez nous, c'est de mettre en place le daily meeting par Zoom, parce que ça, c'est indispensable pour la coordination des différents corps de métier, des différentes sections. Après, nous, on est parti du principe que le Zoom était obligatoire. Non pas pour une question de non-confiance dans les collaborateurs de ce qu'ils font dans leur journée, mais plus parce qu'on est une petite équipe, il faut que tout le monde soit au courant en temps réel de ce qui se passe. Étant petit, on fait un petit peu de tout aujourd'hui encore, que ce soit du support, du développement, du design et du commerce. Il faut effectivement qu'il y ait une vraie osmose entre toutes ces équipes-là, et c'est encore plus vrai quand les équipes sont petites. Donc, il faut qu'il y ait réellement une communication qui se fait en temps réel. Les outils aident beaucoup parce que là, on n'a pas encore cette notion de décalage horaire, mais dès qu'on passe dans une autre dimension sur un autre continent, on a non seulement la communication qui doit continuer H24, parce que la personne qui bosse à Sydney pour en avoir eu, pendant ce temps-là, nous, on dort, et vice-versa. Donc, il faut que la communication soit un flux tendu et soit continue. Donc, je pense que le choix des outils, la mise en place des outils est primordial pour que la communication soit là. Maintenant, l'autre aspect qu'on y voit, et c'est un aspect un petit peu plus ludique, c'est comme on n'est pas géographiquement ensemble et qu'on n'a pas… Alors, on peut avoir des lieux de coworking qui nous permettent à un instant T de se retrouver et de faire des réunions, que ce soit avec des clients ou en interne. Mais on va privilégier un petit peu plus sur des déplacements commerciaux, sur des salons à l'international ou des salons en France. Et là où on aurait, je dirais, dans une société classique, là où on aurait pris que les commerciaux et les pré-sales, on va un petit peu embarquer tout le monde pour justement faire de cet événement un moment de rassemblement de toute l'équipe qui permet, d'une part, moi je trouve que ça a toujours été notre leitmotiv avec Rémi, il ne faut pas que les clients soient seulement visibles et vus et connus par les commerciaux et les pré-sales. Il faut aussi que les développeurs soient confrontés à ce qu'est la vraie vie, ce qu'on appelle la vraie vie avec deux guillemets, avec un grand V, on va dire. Je reprends les termes chers à Rémi, mais voilà, c'est bien que le développeur soit aussi confronté à son client final, parce que ce n'est pas qu'un intercom ou qu'un Slack ou qu'un email d'une personne connue par son nom, mais pas connue physiquement. Et je trouve que la relation entre les développeurs et les supports techniques, quand ils connaissent les clients et qu'ils l'ont vu au moins une fois dans leur vie, est complètement différente. Et quand on a encore la chance d'être à taille humaine et de pouvoir connaître tous ses clients, je pense que c'est primordial. Donc, je dirais que ça fera partie aussi des coûts, mais je dirais que pour créer du lien, ce n'est pas parce qu'on n'est pas physiquement ensemble qu'on ne peut pas justement créer des événements qui nous permettent de se rassembler à un instant T. Voilà ce que je dirais au moins pour la mise en place de ce qu'on a fait chez Yago pour l'instant. Ouais, on reviendra sur la partie outillage. Il y a une session spécifique pour ça. Il faut qu'on fasse attention au timing, hein, surtout, messieurs. Il est déjà 55. Il y a encore quelques sujets qui sont super intéressants à partager. Et s'il vous plaît, essayons de rester sur du concis. Parfait. Allez, Edouard, c'est à toi du coup. Je vais essayer d'être plus rapide. Nous, sur la partie créer du lien, organisation, etc., pour nous, c'est assez simple. Il y a des outils pour ça. On utilise Slack.
Au quotidien, c'est important que tout le monde soit connecté aux mêmes horaires. Donc, on a aussi des horaires de travail. Ça peut paraître paradoxal dans cet espace de liberté, etc. Mais pour nous, c'est important parce que sinon, c'est compliqué de pouvoir échanger. Et après, on vient créer des moments synchrones, asynchrones. On utilise beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, c'est vraiment important pour nous. Par exemple, nous, c'est un crash test de notre entretien. Les gens qui arrivent à l'entretien et qui n'activent pas leur caméra, pour nous, c'est des gens qui ne viendront pas chez nous parce que pour nous, c'est important de se voir même virtuellement. On n'est pas juste des noms sur Slack, on est des gens derrière. Donc tout ça, c'est très important. Donc, on utilise aussi beaucoup des outils asynchrones pour recorder des choses. On utilise beaucoup les outils de voix, que ce soit pour créer des espaces de voix directement dans Slack ou pour enregistrer des messages aux personnes. C'est important parce que ça crée du lien émotionnel. Si j'écris à quelqu'un ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, il peut mal le prendre, alors que si je fais une vidéo où je lui explique pourquoi il y a peut-être une erreur ici ou peut-être qu'il faudrait qu'il regarde comment ça fonctionne, bah, tout de suite il va pouvoir voir si je suis en train de déprimer de mon côté ou pas. Donc tout ça pour nous c'est vraiment important. Et après on a aussi des moments hors travail qu'on essaie d'organiser, des moments virtuels. On se prend 1 heure une fois par mois tous ensemble pour organiser quelque chose qui n'a rien à voir avec le boulot. Ça peut être une session de sport à distance, ça peut être une recette en commun, ça peut être prendre le temps avec un mentor pour qu'il raconte une histoire. Et on se voit tous les quarters, on fait une retraite, on se voit une semaine dans un endroit du globe pour passer du temps ensemble parce que c'est un truc très important pour nous. Et un autre truc que je dis souvent qui paraît assez bizarre sur cette notion de créer du lien, pour nous, dans nos documentations, c'est important que chaque personne puisse avoir du lien avec les gens de l'entreprise, mais aussi puisse avoir un lien social en dehors de l'entreprise. Et donc, nous, on a structuré tout un budget individualisé pour chaque personne, et nos alternants, nos stagiaires ont aussi un budget pour pouvoir prendre un espace de travail, pour pouvoir plusieurs fois dans la semaine, travailler dans un environnement où il y a des gens. Ça paraît un peu bête, mais c'est ce qui manque le plus au bout d'un moment quand on est en remote chez soi, dans son appart. Donc nous, chacun a sa vision du remote différente. Et donc moi, par exemple, j'ai un bureau. Et j'y vais quasiment tous les jours, donc ça peut vous paraître bizarre, même si c'est pas pour y voir mes collègues. C'est un bureau qui est à côté de chez moi, donc c'est pratique. Joris, mon associé, c'est pareil, il a un bureau à Marseille, il y est tous les jours. Chacun crée son environnement chez soi, là où il est. Et c'est aussi autant important pour nous d'avoir du lien social entre les collaborateurs que d'avoir du lien social avec le monde qui nous entoure. Voilà, pour essayer d'avoir été rapide sur cette partie. Top. Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc sur le lien à distance. Effectivement, il y a vraiment 2 trucs à distinguer. C'est ce qui a besoin d'être synchrone et ce qui a besoin d'être asynchrone. Donc, synchrone, c'est on est en Zoom. Asynchrone, c'est on enregistre une vidéo, on explique un truc et il y a une réponse, un dialogue qui se fait, mais sur un temps plus long, en fait. Et je pense que la création de liens, c'est effectivement important d'avoir des moments synchrones pour créer du lien. Et en fait, cette création de liens, les moments synchrones, pour moi, il ne faut pas les dédier au management quotidien, en fait. Sur le management quotidien, il n'y a pas de valeur à avoir à faire du synchrone. Par contre, sur la synchrone, la valeur, elle est maximum sur savoir si ça va bien, avoir des instants de convivialité, etc. Quoi. Donc moi, en fait, déjà, chez Spread et pareil, là, chez Cherniro, tous les daily, par exemple, les daily, eh ben, je ne les fais pas en synchrone. Je les fais en asynchrone. Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, on n'y consacre pas suffisamment de temps ou trop de temps. C'est jamais le bon timing pour les délits, quoi, en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un délit, c'est qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as un problème. C'est ça, en fait, le délit. Et ça fait partie de la méthodologie Scrum, Agile, machin, etc. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le synchrone, qu'est-ce qu'on met dans l'asynchrone? Pour moi, c'est vraiment le sujet. Et voilà. Et je bosse avec une alternante, donc il y avait des questions sur une alternance. Et alors, c'est une alternante qui a déjà un master, donc qui a qui a une vraie autonomie.
Mais n'empêche que il faut quand même mettre en place un accompagnement particulier parce que elle est en reconversion dev et c'est une débutante. Donc, il faut essayer d'éviter qu'elle s'embourbe dans des problèmes trop longtemps. Donc, le daily asynchrone, ça marche pas mal. Et j'avais fait dans le chat, j'ai fait un +1 sur la vidéo asynchrone. Moi, je trouve ça génial. Plutôt que de faire un pavé où on explique, machin, etc., on fait un petit loom ou même dans Slack, maintenant, il y a une fonctionnalité pour enregistrer son écran et expliquer un problème. C'est génial, ça va plus vite, ça humanise, on entend la voix. Des fois, à l'écrit, on peut être un peu sec. Alors, je parle beaucoup pour moi, en fait. Donc, des fois, je peux être un peu direct. Donc, du coup, ça peut être compris comme étant un peu sec, un peu cassant, alors que c'est pas du tout mon fond. Voilà. Ok, super. Il y avait quelques petites questions et Edouard a répondu un petit peu. C'est qu'est-ce qu'on met en place en dehors du full remote pour justement peut-être recréer du lien un peu plus physique dont on a tous besoin finalement. Moi, ce que j'aime bien et ce que je ressens et que dans ce que vous avez dit aussi, c'est que finalement, que ce soit synchrone ou asynchrone, il faut des moments où on se voit, même si on n'est pas là en présentiel. Le côté où on a une interaction vidéo est quand même malgré tout super important. Moi, je voudrais juste, et ça va faire le pont vers le nouveau sujet, c'est rappelez-vous, Covid, tout le monde confiné, le nombre de webinaires, de visio que l'on a fait face à des écrans noirs. Et pourquoi les gens ont pété les plombs? C'est parce qu'en fait, ils n'avaient plus d'interaction sociale. C'est pas parce qu'on est sur un outil numérique qu'il n'y a plus d'interaction sociale et que si en plus on masque la caméra, moi, il y a quelque chose que je dis toujours en entretien, je m'en fous de l'allure que tu as derrière la caméra. Si je t'ai choisi, c'est pour tes compétences et ton engagement et ton envie de travailler ensemble. Je m'en fous de comment tu es. J'ai envie de bosser avec toi. Et ça, pour nous, en tout cas, c'est super important. Le principal, voilà, d'avoir les moments où on peut se voir, échanger, et peu importe, en fait, finalement, l'allure de la personne, parce qu'il y a toujours ce côté, la gueule que je vais avoir derrière la caméra. Et ça, on s'en fout, en fait, finalement. Ce n'est pas l'enjeu, à mon sens, du télétravail et justement de cette partie vidéo. Loom est un très bel outil. Il y a des outils aussi comme Vidyard. Je vais l'écrire parce que ce n'est pas forcément le plus facile à retrouver. Mais voilà, ce sont des outils qui vous permettent à la fois en interne, mais qui sont aussi très pertinents côté commercial. Si vous ne faites pas des rendez-vous physiques, vous verrez que vous pouvez aussi faire une petite restitution à vos clients en vidéo. Ça, c'est top aussi. Et ça donne un engagement client qui est encore plus fort. Mais on reviendra sur la partie outils en fin de session. Et là, en fait, le sujet, c'est finalement comment on arrive à concilier la vie pro et la vie perso quand finalement mon lieu de travail, c'est mon lieu de vie, c'est mon chez-moi. Là, on a Edouard qui a évoqué le sujet des bureaux. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne peut pas avoir de bureau, mais finalement, voilà. Comment ça s'organise? Je sais que ça a été un petit peu évoqué. Au-delà de ça, c'est au-delà de l'organisation de la vie pro, vie perso, comment vous véhiculez cette gestion auprès de vos équipes en interne quand vous recevez un nouveau collaborateur ou comment voilà, vous communiquez au travers la séparation des deux mondes? Je vais essayer d'être beaucoup plus concis, là, du coup. La séparation des deux mondes, pour moi, elle est primordiale dans le sens où il faut que l'espace de travail soit adéquat, qu'il soit en coworking, qu'il soit chez soi. Il faut vraiment avoir cette notion de je ferme la porte et je suis dans le monde professionnel et je la réouvre pour rentrer dans mon milieu familial. Si les deux, effectivement, quand on disait tout à l'heure, les étudiants qui sont en coloc, sur le canapé, etc., on va avoir du mal déjà à bosser ensemble et le rendement et l'autonomie ne va pas être au rendez-vous. Donc, je pense que pour concilier vie pro et vie perso, c'est déjà d'avoir un cadre de travail qui nous le rend possible. Comment nous, on véhicule ça? On essaye d'avoir effectivement des contraintes, pour ceux qui ne travaillent pas directement avec le support client, d'avoir des moins de contraintes horaires dans le sens où les personnes qui sont plus sur les tâches de design ou de marketing, de pouvoir effectivement leur donner des tâches à la semaine et que ces tâches-là soient
organisés en fonction de leur temps et non pas du temps, je dirais, du heartbeat de la société, encore une fois, lorsqu'on est en dehors du support client. Donc, je pense que oui, la conciliation entre les deux est tout à fait possible. Encore une fois, il faut la provoquer, mais ça passe par, pour moi, l'essentiel, c'est le cadre de travail qui doit être respecté pour justement faire cette distinction entre pro-perso. Moi, là-dessus, j'avoue que c'est pas vraiment un sujet qui me concerne, entre guillemets. Je suis un peu plus tranché que vous sur ce truc-là. C'est que pour moi, nous, on a des horaires de taf. C'est 9h-18h. Il n'y a pas de réunion avant, il n'y a pas de réunion après. Quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, il comprend ça et c'est comme s'il venait au travail. C'est pas parce qu'il est chez lui ou il est dans un cowork que c'est la foire à la saucisse. Donc chacun s'organise. Moi, je charge des gens qui sont autonomes, qui savent se manager. S'il y a des choses à faire, ils doivent être là pour le faire, entre guillemets. Et nous, il n'y a personne qui livre le Slack dans la journée pour aller faire des trucs perso ou quoi que ce soit. Après, chacun s'organise sa journée comme il le veut. Chacun met dans son agenda ce qu'il fait. Si évidemment, quelqu'un doit aller faire une visite médicale comme on l'a dans la vraie vie normale, bah, il met dans son agenda. Nous, nos agendas sont totalement transparents et publics à toute l'équipe. Donc, pour moi, c'est une question de niveau de seniorité et d'autonomie des gens et c'est à eux de gérer ça. C'est pas à moi de leur dire comment ils doivent gérer leur vie pro, perso. La vie pro, c'est quand tu arrives au travail et quand tu repars. Et après, moi, je m'assure qu'on n'envoie pas des Slack à 23h pour demander quelque chose à quelqu'un d'important, sauf s'il y a un truc qui a été mal fait et que ça a été mis en prod et qu'il y a des bugs. Et ça, c'est un autre délire. Mais voilà, moi, je serais assez catégorique sur cette partie pro-perso. Et nous, on marque bien la limite entre les deux parce que sinon, ça devient le foin dans les deux sens. Voilà pour moi. C'est un Évidemment, partagé sujet. pour nous, dirigeants inclus, c'est du. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai pas de maîtresse, j'ai pas de choses à cacher, donc il n'y a pas de problème. Attention, c'est enregistré. C'est un sujet, effectivement, la séparation vie professionnelle et vie personnelle, parce que peut y avoir des abus. Moi, j'ai pas tellement peur du temps passé en perso, parce que ce qui m'intéresse, enfin, du temps perso passé sur les horaires de travail, entre guillemets, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le boulot soit fait. Par contre, je peux m'inquiéter plus d'un salarié qui parce qu'il est en difficulté, se met à passer des nombres d'heures très très larges, enfin beaucoup trop importantes, et qui fasse des heures sup impossibles par rapport à ça. Et ça, pour moi, c'est un danger, quoi. Enfin, c'est clairement un danger. Faut faire attention. Mais voilà. Moi, je travaille pas avec des heures fixes. Parce que je pense que chacun a son rythme, hein. Mais bon, voilà, je comprends en fait l'approche d'Edouard. C'est pas évident. Enfin, c'est pas évident à gérer et ça peut être une solution simple et partagée par tout le monde au final. Donc tout le monde le comprend. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un vrai sujet. Moi, il y a un truc que je dis tout le temps en fait. Par contre, dans l'onboarding, on parlera peut-être de l'onboarding à un moment. C'est alors, j'évite. Alors, les réunions hors des horaires tradis, évidemment, c'est no. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, hein. Enfin, d'ailleurs, je fais assez peu de réunions, donc, mais absolument pas. J'essaye aussi d'éviter d'envoyer des messages en dehors des horaires un peu traditionnels de travail. Donc, on va dire en dehors de la zone 8h, 18h, j'envoie pas de messages normalement, ou alors je les programme. Il y a plein d'outils mails qui sont super bien. Si vous bossez le soir et vous dépilez des mails, vous les programmez pour le lendemain matin. Franchement, ça, c'est génial parce que moi, chez Spread, des fois, je faisais des mails le soir comme ça et les gens me répondaient. Je me disais, mais non, il ne faut pas me répondre. Moi, je suis en train de bosser maintenant. Si je veux pas une réponse, quoi, me réponds pas. N'y pense pas. Regarde même pas tes mails. Enfin, tout le monde a droit à la déconnexion et il y a pas de raison. Je crois que dans Slack, on peut faire pareil. On peut aussi programmer maintenant, il me semble, des Slack, donc c'est bien. Et puis après, moi, je bosse beaucoup dans Notion. Et Notion est par définition asynchrone. Donc, quand je mets des commentaires dans Notion, en fait, voilà, tout le monde sait que c'est pas pour être répondu. Et moi, je réponds pas non plus
aux commentaires directement. Donc ça met le rythme en fait. Et en fait, en tant que manager et chef d'entreprise, on influence vachement le rythme du fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, si quand on reçoit un mail, on répond immédiatement, ben, les gens ils vont être incités à répondre immédiatement. C'est bête, hein, mais il y a un mimétisme qui se met en place. Et pareil dans Slack, quand vous répondez immédiatement à des choses ou quand vous intervenez immédiatement sur des questions qui sont posées dans des trucs publics, et ben, tout le monde va aller chercher cette dynamique pour être comme vous, quoi. Et en fait, il faut vraiment faire attention parce que le manager, même sans y penser, il influence le mode de fonctionnement de l'entreprise, quoi. On a Et une ouais, il faut désactiver les notifications, hein. Bosser en asynchrone, hein, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je conseille à tout le monde de désactiver toutes les notifications sur les emails, sur les Slack, sur les WhatsApp. Enfin, toutes vos notifications, vous ne devez pas avoir de notif sur votre téléphone parce que ça permet de se concentrer sur ce qu'on travaille. Et Après, pareil pour vos salariés. je suis un peu partagé sur ce sujet. Toujours connecté à la vraie vie, quand tu as du support client qui tombe et que tu proposes un service où tu réponds C'est à autre ton... chose le support, hein. Enfin, Oui, c'est carrément autre chose le support. Mais en interne, moi je parle en interne. oui, d'accord, d'accord. On est oui, sur les notifications. Alors, justement, on a parlé déjà, on a commencé à évoquer des outils, on a commencé à évoquer plusieurs sujets et ce qui va forcément se soulever, c'est OK, mais ça coûte combien? Parce que finalement, aller dans un cowork, aller payer un bureau dans un accélérateur, dans un incubateur, on peut savoir combien ça coûte, mais le remote, avec en plus tout ce qui est en train de se passer en ce moment, combien ça coûte? Donc les logiciels. J'ai deux petites infos sur combien ça coûte obligatoirement en fait, parce que du coup je commence à formaliser. Alors on doit avoir une charte télétravail, hein, ça c'est un petit côté légal, et dans le cadre de cette charte télétravail, on peut donner 10 euros par jour de télétravail par semaine. Alors, par semaine, par mois. Alors, attendez, je vais réexpliquer ça. Par exemple, si on dit que un salarié il a une journée possible de télétravail par semaine, eh bien, par mois, on va pouvoir lui donner 10 euros défiscalisés. L'URSSAF accepte ça. S'il travaille tout le temps en full remote, en fait, on peut lui donner une prime de 50 euros pour compensation télétravail, entre guillemets. Donc, et c'est complètement défiscalisé, donc c'est toujours intéressant de sortir 50 euros en plus pour son salarié comme ça. Et on peut avoir aussi des indemnités d'occupation du sol, en fait, qui correspondent à, par exemple, un salarié a un bureau dédié chez lui pour le télétravail. Alors, vous pouvez lui donner, mais il peut vous demander aussi une indemnité qui correspondra à prorata du nombre de mètres carrés et par rapport à son loyer. Et ça aussi, c'est des choses qui sont défiscalisées. Enfin, je sais pas comment on fait, sans charge en fait, sans charge sociale. Voilà. Et après, combien ça coûte? C'est effectivement pas plus qu'un bureau, quoi, en fait. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas imaginer faire des économies parce qu'on a tous les salaires en télétravail par rapport au bureau, mais parce que d'un côté, entre les événements qu'on va faire pour rassembler tout le monde, les indemnités de transport, tout ça, ça s'équilibre et puis ça fait un petit peu la même chose pour moi. Enfin, moi, j'ai l'impression que en gros, ça s'équilibre et que c'est un peu comme si on avait des bureaux, mais on a un autre mode de fonctionnement. Ouais, je reprends le flambeau d'Olivier, mais pareil, en général, quand je vois des gens qui me disent ouais, nous, on va passer tout le monde en télétravail pour enlever le coop, c'est une grosse charge. En fait, je pense que c'est un mauvais choix parce que forcément, on peut, hein, c'est comme les bureaux, hein, on peut vous dire on va réduire la qualité des bureaux, on va partir à des endroits, des zones franches, et en fait, on peut toujours réduire les coûts. Si on le fait pour réduire les coûts, forcément, ça va se ressentir sur vos employés et vous n'y retrouverez pas au change. Nous, en vrai, aujourd'hui, ça coûte plus cher que de prendre un WeWork, quoi, pour tout le monde au même endroit. Pourquoi? Parce que déjà, tous nos employés, ils ont 300 euros par mois pour gérer leur vie en remote. Nous, tous, on les incite à prendre des bureaux. Donc forcément, c'est des coûts supplémentaires. Et tous les quarters, on se voit une semaine dans un endroit où on peut vivre, travailler tous ensemble. Donc, c'est des coûts qui nous coûtent voilà, un
peu d'argent quand même si on essaye d'être raisonnable sur ces sorties au court terme. Et pareil, nous, il y a un budget alors qui aujourd'hui n'est pas encore défini, mais juste soumis à mon approbation, mais pour que chacun puisse se voir quand il le souhaite, s'ils en ont besoin. C'est ce que je dis, hein, on est tous à 1 heure, 2 heures de train ou de transport des uns des autres. Donc, si Joris il doit bosser avec Tom pour tacler un sujet sur une journée, soit il se retrouve à mi-chemin, soit il se retrouve chez l'un ou chez l'autre. Et du coup, moi, je valide le fait qu'il puisse prendre le train, qu'il puisse louer un bureau, qu'il puisse avoir un endroit confortable. Donc, nous, aujourd'hui, tout ça, ça nous coûte quand même pas mal d'argent. Moi, je ne l'ai pas structuré comme Olivier. Avec des primes de télétravail, parce que justement, moi, en vrai, ma stratégie, c'est d'essayer de contourner le truc en disant, moi, chacun a accès à un bureau, puisque je leur donne un budget pour qu'ils puissent avoir un bureau à côté de chez eux. Donc, moi, techniquement, ils sont tous un spot pour avoir un bureau, donc ils ont tous un bureau, donc ils ne sont pas en télétravail au sens home office. Il y en a plein qui sont en office, c'est pas la question, mais ils ont tous un bureau, donc ils ont tous un spot. Donc moi, c'est comme ça que je gère un petit peu tout ça. Donc moi, j'ai une charte de remote, mais j'ai pas une charte de télétravail en tant que tel. Voilà. Parce que moi, j'ai des gens qui bougent, j'ai des gens qui sont en nomade, j'ai des gens, chacun fait sa vie. Et encore une fois, je prends des gens suffisamment grands, suffisamment autonomes pour leur faire entièrement confiance et que ce soit pas mon problème. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc nous, ça nous coûte plus cher, voilà, je pense. Merci, Edouard. Côté Yago, en fait, pas grand-chose à rajouter. Je pense que oui, la charte de télétravail, on l'a mise en place. L'indemnité journalière mensuelle, on l'a mise en place. On a la chance encore jusqu'au mois de décembre d'être au Village Baïséa en accélération. Donc effectivement, si on a besoin d'un bureau physique, si on a besoin de salle de réunion, on a ça à notre disposition. Je pense que dès lors qu'on sera parti de l'accélérateur, on prendra effectivement un WeWork quelque part pour justement avoir la possibilité de se poser. Ce qui est bien aussi, c'est ces espaces de coworking, ça nous permet aussi d'aller dans différentes villes à la rencontre de nos clients et de faire des événements dans ces villes-là. Il y a eu un Yago Tour, la première date a été à Cannes. Ça nous a permis aussi d'aller dans des espaces de cowork pour organiser ce genre d'événements. Encore une fois, à la rencontre des clients, mais en embarquant nos collaborateurs, en l'occurrence toute la cellule marketing à l'époque. Je suis assez d'accord sur l'idée, est-ce que ça va nous coûter moins cher que d'avoir des bureaux physiques? C'est non. Enfin, si c'est pour faire des économies d'échelle, je ne pense pas. Au bémol près que si notre activité se doit d'être dans de grandes métropoles, pour avoir vécu et avoir eu l'obligation à l'époque où Internet n'existait pas encore et qu'il fallait se déplacer chez les clients et que si le client il était à plus d'1 heure, ce n'était pas possible, encore une fois, dans un cadre de support. Quand je travaillais avec les places de marché, lorsque la transaction n'était pas faite dans les 5 minutes, où il y avait un problème pour qu'elle se fasse, il fallait qu'on soit très réactif. Donc, avoir des locaux dans un rayon de 50 mètres de la Bourse de Paris, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus cheap. Et la même chose sur New York et Londres, je ne vous raconte pas le prix du mètre carré. Donc, effectivement, à cette époque-là, avoir du remote avait du sens en économie d'échelle. Aujourd'hui, je pense qu'avec le prix que l'on dépense, enfin avec l'argent que l'on dépense sur l'outillage qui va autour, c'est pas, je pense qu'on est à peu près ISO, mais ça nous permet d'avoir des moments beaucoup plus conviviaux et de passer quelques jours, comme on a pu le faire une semaine à Cannes, comme on le refera l'année prochaine sur Barcelone ou sur d'autres événements à Paris. Ça permet de rencontrer tout le monde, c'est beaucoup plus convivial, le cadre, on peut le choisir. Et je pense qu'effectivement, on dépense cette même somme d'argent, mais dans des choses un petit peu différentes pour cette cohésion. Super. Donc, du coup, on rentre dans le dernier quart d'heure et non pas le quart d'heure américain. C'est le moment où il nous reste 2 sujets à aborder. On a déjà commencé à aborder l'organisation. Donc, je vous propose d'aller assez vite sur ce sujet-là pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de temps sur la partie outillage en fin de session. Juste à la limite, j'aimerais bien avoir, 1-2 minutes maximum par intervenant sur finalement pour vous,
Est-ce qu'il y a vraiment une bonne organisation? Personnellement, je trouve que non. Il n'y en a pas une particulièrement. Il en existe plusieurs. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi et quel est votre avis sur le fait que finalement, c'est le patron, c'est le fondateur qui insuffle son organisation et qui derrière va bah, donner justement une organisation, soit il l'a dit que c'est lui qui choisit, soit il concerte ses équipes et ils construisent ensemble l'organisation avec du télétravail. Et pour rejoindre ce que disait David juste à la fin, si les grands groupes vendent leurs locaux à prix d'or et ils renvoient leurs équipes 1 à 2 journées en télétravail, c'est aussi pour faire des économies et pour répondre peut-être à des tendances, des attentes des personnes qui veulent pouvoir être peut-être plus digital nomades, comme Olivier le dit souvent. Allez, 1 minute chacun, s'il vous plaît, et comme ça, après, on passe à la partie outils et on Moi, pourra… sur la partie organisation, vraiment, c'est un truc qu'il faut bosser ensemble, tous, entre founders au départ pour créer les règles. Nous, c'est un truc qu'on a fait dès le début avec Joris, dès qu'on a décidé que la boîte serait en remote tous les deux. Donc, on a créé des règles, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut pas. C'est comme ça qu'on a dit on veut des horaires parce que comme ça crée un cadre et ça fait en sorte que les gens ils s'épanouissent dans ce cadre. Il y a des gens qui préfèrent la liberté, mais mettez-le, inscrivez-le, créez une note où vous allez dire les règles, c'est A, B, C. Pourquoi? Parce que tous les gens que vous allez faire rentrer dans les process d'entretien, tous les gens qui vont vouloir vous rejoindre, il ne faut pas qu'ils entendent télétravail et qu'ils se disent OK, télétravail, c'est à peu près ça. Il faut qu'ils sachent exactement à quoi s'attendre de bosser chez Magma en télétravail, c'est ça. Et ce n'est pas autre chose. Et si eux, ils ont entendu que le télétravail, c'était autre chose ailleurs, qu'ils aillent bosser ailleurs, en fait. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est bosser pour vous, bosser chez vous, qu'est-ce que c'est? Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas malléable. Nous, c'est des règles qu'on remet en cause à chaque retraite d'équipe pour voir s'il y a des choses à faire évoluer, s'il y a de la flexibilité à créer, s'il y a un cadre plus dur à créer pour que tout le monde soit bien organisé. Ce que je dis tout le temps à tout le monde, c'est un truc basique que vous avez entendu un milliard de fois, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le remote, c'est exactement ça. Si vous commencez à mettre des règles qui ne sont pas claires et où tout est possible, il y en a qui vont s'épanouir dedans, mais ça va créer des énormes contraintes de vie pour les autres. Donc nous, on pense par exemple que cadrer les horaires, ça permet de donner de la liberté à chacun parce que tout le monde sait que entre telle heure et telle heure, on est ensemble. On peut évidemment avoir des rendez-vous, comme je disais, et vivre sa vie à côté tout en étant transparent. Mais par contre, personne ne vient solliciter quelqu'un à 8 heures du mat pour lui demander de faire un truc ou à 22 heures pour lui demander de faire un truc. Voilà pour moi. Donc, cadrer votre organisation, pour moi, c'est vraiment la clé et faites-la évoluer au fil du temps. Ouais, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment l'évolution. Je pense que l'agilité dans la bonne organisation, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de meilleure, il y a en fonction du contexte de l'entreprise. Et je dirais elle évolue, elle est obligée d'évoluer, c'est en fonction de la typologie de personnes que vous embarquez à un instant T. C'est-à-dire que si vous avez quasiment que des gens autonomes qui ont de l'expérience, l'organisation ne sera pas la même que si vous êtes dans une phase où vous onboardez plus de stagiaires ou plus d'apprentis, où là, l'organisation se sent différente et la disponibilité des mentors doit être beaucoup plus présente. Je pense que l'organisation, c'est comme tout. Je pense que l'idée est bonne de dire de la remettre en cause périodiquement. Et je pense qu'effectivement, alors je vais pas, j'aime pas le terme team building, donc je vais pas même si je le dis, je l'utilise pas. Mais les séances présentielles à plusieurs, on va dire, qui permet justement de bosser et brainstormer, c'est l'occasion justement de remettre en cause l'organisation en place et de la faire évoluer en fonction de la topologie et de l'attente des clients. Parce qu'encore une fois, comme c'est notre leitmotiv, la satisfaction client, c'est quand même ce qu'il y a de primordial. Moi, il y avait un petit truc sur l'organisation que je trouve hyper important. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à mettre en œuvre dans ma précédente startup. C'est la suppression de tout le micromanagement. Le micromanagement, c'est quand on dit aux gens au jour le jour ou d'heure en heure ce qu'ils doivent faire. Et c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible, c'est pas scalable, ça fonctionne pas, ça ne responsabilise pas. Et je pense que la responsabilisation est hyper importante. Enfin, c'est essentiel quand on est en télétravail ou en remote, parce que la responsabilisation crée la confiance. Et donc, il faut que les salariés savent de quoi ils sont responsables, quelles sont leurs missions précisément. Et pour ça, en fait, il faut leur donner de la visibilité.
Et voilà, c'est le contraire du micromanagement. C'est on leur dit pas d'heure en heure ce qu'ils vont faire. On leur dit à 3 mois où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, quelles vont être les étapes. On les aide. Alors c'est pas responsabiliser ne rentre pas en conflit avec autonomie, parce que c'est clair que un stagiaire, un débutant, quelqu'un dont on vient d'onboarder, bah il est pas autonome, c'est normal en fait. Mais c'est pas parce qu'il est pas autonome qu'il peut pas être responsable. Et je vous donne un exemple tout simple, c'est que autonome, c'est je n'arrive pas à faire quelque chose. Être responsable, c'est je vais voir quelqu'un et je demande de l'aide quand j'arrive pas à le faire. Voilà, c'est ça la différence enfin, le fait que c'est complètement lié, quoi, en fait. Et donc, donner de la visibilité, avoir une roadmap qui est lisible, où on peut comprendre, elle peut changer, hein, c'est-à-dire qu'on peut dire dans 3 mois on sera là, et dans une semaine on va dire bah, finalement dans 3 mois on sera pas là, mais on sera là, hein, c'est pas le sujet, mais au moins que l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il y a des salariés, mais il peut y avoir des freelances aussi, c'est pareil, enfin, c'est exactement la même chose, voient où on va, comprennent quelles sont les prochaines étapes, tout ce qu'on va avoir à faire, les grosses tâches, avoir un backlog de tâches voilà. Moi, mon alternante, normalement, Philippine, elle sait ce qu'elle est en train de faire là, et elle sait ce qu'elle va faire demain, après-demain, quand elle aura fini, quoi. Enfin, la semaine prochaine, elle a une vision par rapport à ça. Et puis, bah, effectivement, bah, faut tout le temps adapter et puis essayer de voir où est-ce qu'on déconne parce qu'on n'est pas parfait et à un moment, bah, il y a des choses à ajuster, quoi. Mais la responsabilisation, je pense que c'est hyper important. Et puis, encore une fois, bah, ça marche partout, hein, ça marche pas que en remote, hein. Mais c'est d'autant plus important en remote parce qu'on a moins de feedback rapide qu'on pourrait avoir en présentiel. Quand on est en présentiel, on a plus de feedback. Et quand on est en remote, bah, les feedbacks, faut les organiser. Voilà. Peut-être la bonne organisation, c'est organiser les feedbacks d'ailleurs. Enfin, travailler à l'organisation des feedbacks. Alors justement, en parlant d'organisation, et j'ai promis une passe D à Edouard, à qui il reste 2 minutes, il va devoir nous quitter. Edouard, j'aimerais vraiment, sur l'organisation, que tu nous partages, toi, comment tu organises en fait voilà, la transmission des informations à tes équipes et à quel point elle est disponible, puisque tu as une organisation très ficelée, notamment sur Notion, dont Olivier a parlé tout à l'heure. Et je pense que voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir expliquer comment tu fonctionnes. Ouais, et je travaille pour essayer de vous partager un template là-dessus qui pourrait vous donner un peu des idées et starter. Mais pour moi, Olivier a déjà parlé un peu de Notion, mais ce qui est important, c'est que vous créez votre wiki des règles qui existent chez vous et que vous commencez à l'enrichir au fur et à mesure. Parce que comme disait Olivier juste avant, je pense qu'on a plein de choses qui se recoupent, mais nous, ce qu'on cherche, c'est des gens autonomes, c'est des gens qui ont la capacité d'aller lire de la doc, d'aller regarder des informations et de le faire par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on va les laisser tomber, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être avec eux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les aider, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bosser ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de meeting pour travailler sur un sujet, mais ça veut juste dire qu'il faut que les classeurs soient bien rangés, il faut que les informations soient bien présentes. Et du coup, nous, on a structuré tout ça dans Notion. Il y a plein d'autres outils qui permettent de faire ça. Il y a des slides. Vous pouvez faire ça dans Google Doc. Enfin, à vous de voir. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit wiki. Alors, j'arrive pas à vous partager mon truc. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais vous faire ça. Je vais vous partager mon écran. On verra totalement ce que ça donne. Et je m'en vais après parce que vous voyez mon écran? Ouais. Ouais. Vous voyez même mon agenda qui est pas. Vous voyez, tout le monde a mis son agenda. Ouais, je ne pose pas la question. Donc nous, Notion, c'est un peu notre bible. Et du coup, On voit linéaire là. Ah, t'as linéaire. C'est pas le bon écran que tu dois partager, j'imagine. Pas le bon écran. Mais On linéaire, voit c'est très bien aussi hein, pour les infos compiler les feedbacks on- tech. Là, c'est voit bon. qu'il y a ta maîtresse qui t'envoie un message aussi, Edouard. Oh, t'inquiète. Là, vous voyez Notion? Ouais. Et ben, du coup, voilà à quoi ressemble notre Notion. Donc, dedans, il y a tout ce qui est relatif à la boîte.
À chaque fois qu'il y a un nouveau, on crée une page pour l'accueillir. Donc, elles vont se finir à la fin du mois parce qu'il y a 2 mois où elles restent ici. Ensuite, on crée des notes sur qu'est-ce que vous devez savoir le jour 1, une histoire de Magma parce que les gens ils disent ah mais c'est quoi l'histoire de Magma? On l'a écrit et on la met à jour de temps en temps. La vision de la boîte, les challenges de la boîte, la culture de la boîte, ce qu'on veut des gens, le team directory, qui est-ce qui est là, qui est-ce qui était là avant, avec des fiches sur chacun. Et nous, si vous voulez, ça, c'est un truc qu'on a mis en place et que chacun a la responsabilité de maintenir à jour sur ses process, sur la façon dont il bosse. Donc, notre environnement, les règles du remote qu'on a écrit. Vous voyez, ce pas des trucs très, très compliqués. Hein. Mais normalement, si vous avez une question sur est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire, et bien là, vous avez la réponse. Voilà. Et tout est structuré comme ça, avec les rituels qu'on a. Comment est-ce que se structure une semaine? C'est quoi nos horaires de travail? Qu'est-ce qui se passe? Notre daily? Nous, on a un daily, Olivier. Mais je comprends que tu veuilles le faire en asynchrone. C'est quoi les règles pour fixer un meeting dans l'agenda des gens? C'est quoi comment fonctionne le budget remote? Bref, on a tout ici. Et c'est vraiment notre tableau de bord de l'entreprise. Et quand on fait passer un entretien, et je finirai là-dessus, nous, on structure un entretien qui va nécessiter de lire une documentation Notion et qui va nécessiter de produire une documentation Notion. Alors, on ne le dit pas comme ça, c'est un peu un truc caché, mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout faits ni pour lire des docs, parce que ça fait chier les gens de lire les docs, de savoir comment ça marche, le mode d'emploi d'un truc. C'est plus sympa de toucher tous les boutons et de voir comment ça marche. C'est pas comme ça qu'on bosse chez nous. Et il y a des gens que ça fait complètement chier d'écrire de la doc. Si tu n'es pas prêt à écrire de la doc, malheureusement, tu ne pourras jamais bosser chez nous. C'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres boîtes qui ne te demandent pas d'écrire de la doc, mais pour nous, c'est important parce que sinon, ça veut dire que c'est toujours les fondateurs qui doivent écrire les règles, écrire les docs, écrire les trucs, et qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Pour nous, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu n'es pas capable de lire de la doc et que tout ton premier mois, tu m'appelles en m'envoyant des Slack en me disant hey, « Salut Edouard, j'ai besoin de savoir pour ci, pour ça ». En général, je dis beaucoup au début, regarde dans Notion, lance une petite requête, et puis au bout d'un moment, la personne a compris que de toute façon, je ne l'aiderai pas si ça existe. Si ça n'existe pas, moi, je me le mets de côté, je fais une note et c'est mon problème. Mais globalement, tout doit être structuré comme ça. Donc, j'aimerais bien vous en faire un petit template. Mais ça va me prendre un peu de temps pour enlever 2-3 trucs qui sont des infos personnelles des gens de la boîte. Mais j'aimerais bien pouvoir vous donner à tous un accès à ça et j'essaierai de vous faire ça pour la semaine prochaine pour que vous ayez un petit cadeau de ma part. Voilà, je vais devoir vous laisser. Je laisse la parole à Rémi, je me déconnecte et je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée et à très vite. Merci Edouard. Merci Edouard. Et je vais repasser la main à David, puisque du coup on était sur Olivier. On va peut-être repasser la main à David et puis on finira sur Olivier si ça vous va. Yes. C'est très abouti. C'est impressionnant ce qu'il a mis en place. C'est quand même assez. Mais dans l'idée, en fait, on avait commencé. On a la chance d'avoir un livret d'accueil au San Diego à destination des locations courte durée, mais on en a fait notre déclinaison, notre première petite verticale à nous. Sur un livret d'accueil justement pour le onboarding des personnes. Donc effectivement, ça reprend. Alors, ce n'est pas aussi complet sur les rubriques qu'Edouard a pu nous partager, mais alors surtout sur le full remote, c'est un livret d'accueil que l'on donne à la personne dès qu'elle est embauchée. Même pas encore dans son premier jour chez nous, mais juste la semaine avant, pour qu'elle ait effectivement la vision, la roadmap, qui sont les gens avec qui elle va partager, quelles sont les règles, à quelle heure elle délie, à quelle heure elle doit venir, quelle est la salle Zoom, quels sont les mots de passe, quels sont les outils, quels sont ce qu'il va devoir faire sa première semaine, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a effectivement mis en place parce que c'est important, encore une fois, dans la communication et c'est très important dans le onboarding pour que la personne ait cette appartenance même avant qu'elle arrive et qu'elle connaisse les règles. Et je suis assez d'accord avec Edouard, même si les règles, tu ne les adhères pas, il y a certainement mieux ailleurs, c'est que tu n'es pas fait pour la société et tu peux passer ton chemin et aller voir dans d'autres boîtes comment ça se passe. S'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient effectivement respectées. Mais je suis aussi d'accord avec Olivier dans le sens où les règles, il faut que ça évolue en fonction de la maturité de la boîte, du nombre de personnes qu'il y a dans la boîte et de la topologie des employés ou des consultants. Encore une fois, on n'a pas parlé
le rapport consultant-salarié, mais nous, chez Yago, il y a autant de consultants qu'il y a de salariés, voire plus de consultants que de salariés. On n'a jamais fait de distinction au niveau des règles. C'est-à-dire qu'un consultant qui rentre chez nous sait pertinemment qu'il a adhéré aux mêmes règles de la société que s'il était salarié. Et donnant, il a les mêmes droits et les mêmes enfin voilà, s'il y a des gratifications ou quoi que ce soit, qu'il soit consultant, qu'il soit salarié chez Yago, il a exactement les mêmes. Et il y a aussi une notion qui peut être importante parce que je sais qu'on a un Saïdou qui n'aime pas l'interface de Notion et j'avoue que je ne suis pas super fan, même si c'est super simple à utiliser. Il y a une chose dont on a fait les preuves au sein de Yago, c'est que le problème de la limitation de la documentation écrite. Comme le disait Edouard, t'as pas lu, c'est ton problème. Mais finalement, à l'ère où tout le monde consomme du contenu vidéo, on vous a parlé de Loom tout à l'heure, on vous a parlé de Vidyard. Essayez justement, dans la mesure du possible, on ne va pas faire des podcasts vidéo, on n'est pas en train de parler qu'on devient tous youtubeurs, influenceurs. Le but, c'est justement de se dire, est-ce que j'ai pas plus intérêt à te partager une vision avec un petit enregistrement ça peut être sur QuickTime, hein, ça se fait vraiment simplement. Et ça permet de véhiculer aussi l'énergie que l'on met, qui n'est pas forcément retranscrit dans l'écrit. Alors, idéalement, il faut éviter de faire des vidéos comme moi avec une voix de merde comme j'ai aujourd'hui, mais typiquement, il faut essayer d'avoir, à mon sens, un petit peu de contenu dynamique. Et c'est pour ça qu'on a utilisé effectivement un de nos outils qui est le livret d'accueil numérique. Je ne suis pas en train de vous dire, venez demander vos livrets d'accueil sur Yago pour faire de la RH. Ce n'est pas possible. Voilà. Peut-être un jour, qui sait, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais par contre, je vous encourage très fortement à utiliser des outils Loom ou n'importe quel outil qui vous permet de faire des courtes vidéos ou des vidéos descriptives pour que ça soit un petit peu plus interactif. Voilà, ça c'est mon avis de consommateur de vidéos à la demande. Et d'ailleurs, je lisais hier sur un post de Théo Lyon, qui est le fondateur de Kudak, qui disait que justement, le format vidéo long est en train de reprendre le pas, soit du court façon short, ou soit du très long sur des formats interview de 2 heures. Le format YouTube moyen, 8-12 minutes, est en train de baisser énormément parce que les gens vont soit chercher de l'extrêmement court, soit de quelque chose d'extrêmement quali. Voilà, juste pour vous donner un retour d'expérience de ce que j'ai lu hier soir. Vas-y, Olivier, je te laisse la place. Ouais, on parlait de Notion. Alors moi, j'adore Notion. Hein. Tiens, d'ailleurs, je mets dans le truc, j'avais fait un template Notion sur gérer sa startup qui s'appelle startupos.xyz. Donc vous aurez plein d'aides. Alors, enfin, plein d'idées sur comment gérer la boîte, comment organiser les choses dans Notion. Mais du coup, c'est pas ce que j'utilise moi avec Churn Hero. J'ai un framework qui est beaucoup plus simple. Et là, je dirais que c'est peu importe l'outil que vous utilisez, en fait, le tout, c'est d'avoir la fonction. Et on a tous parlé, en fait, de l'onboarding. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, j'ai une fonctionnalité d'onboarding. J'ai un truc qui s'appelle Bienvenue chez Reveral, parce que la boîte s'appelle Reveral. Et voilà, l'onboarding, on en a tous parlé. C'est hyper, hyper important. Et je pense que quand on a du temps à distance, c'est d'autant plus important, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Deuxième truc hyper important, c'est une to-do list partagée. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Qui fait quoi? On fait quoi? Machin, etc. Ça, c'est pour moi hyper important en termes de visibilité, en termes de compréhension. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça avance pas? Je sais pas comment on peut vivre sans partager des tâches à faire et les suivre, etc. Troisième point, c'est un endroit où on a de la documentation et où toute la documentation est au même endroit et à un minimum qualifié. Quel type moi, j'ai un champ qui définit le type de la documentation. Est-ce que c'est une doc interne? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est un échange avec un client, un échange externe? Ou est-ce que c'est une espèce de documentation faite de liens avec des gens en extérieur? Voilà, la documentation, tout au même endroit, franchement, si on fait pas ça, on est mort, quoi. Enfin, est complètement d'accord, la documentation. Alors moi, la documentation, je la fais d'abord pour moi, parce qu'en fait, quand je pars d'un sujet, j'ai tendance à
a pu tout avoir le détail. En fait, je me fais une documentation pour retrouver le détail des trucs. Et puis, le quatrième point, j'ai un backlog de fonctionnalités. Donc, ça, c'est assez critique. Gestion de bugs, gestion de fonctionnalités. Quand on fait du logiciel, c'est assez indispensable. Et puis le dernier, c'est là où on met tous les délits quotidiens et qui servent un peu aussi d'échange. On met aussi des vidéos, des vidéos live, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, peu importe l'outil, mais en fait, c'est vraiment qui c'est qui parle d'Atlassian? Non, mais c'est pas possible. Rémi, Et ouais, mais Jira, c'est ça? non, mais je suis surpris. On est dans un environnement tech. J'ai pas entendu parler de Jira. C'est bizarre quand même, parce que Ah, pour tout ce qui est ticket et tout ça, nous, on ouais. utilise Jira. Bon, Jira, petit éditeur, enfin Atlas, petit éditeur qui a racheté Trello. Trello, je pense que tout le monde le connaît. Et typiquement, Ouais. c'est des outils qui sont super sympas d'usage, bien au-delà de Non, Jira, c'est l'outil Trello. détesté par tout le monde. Ouais, Trello, Je ouais. parle de Trello. Trello, c'est accessible. Ouais. Alors, en fait, dans Notion, par exemple, on peut faire des Trello. Voilà. On peut faire des Kanban comme dans Trello avec d'autres vues, c'est un petit peu plus souple, quoi. Donc, Youn qui dit Jira, c'est quoi? J'ai oublié. Je m'étonne. On oublie vite les trucs. Alors, moi, j'ai une Non, mais petite c'est parce qu'il anecdote dev sur plus. Jira. C'est parce qu'il dev C'est plus. l'outil. Il dev plus, Youn. C'est du Ouais, fait. ouais. Youn, il dev plus. Non, il a fait un blackout par rapport à Jira. Jira, en fait, chez Spread, c'est marrant parce que c'est l'outil qui a eu la durée de vie quand même la plus importante. Donc, comme quoi, tout le monde se plaint de Jira, mais en fait, ça marche quand même pas mal, quoi. Enfin, on peut faire des trucs, mais c'est quand même très, très pénible. Donc, non, moi, du coup, fonctionnalité de Cherniro, c'est un Jira. J'ai fait un petit Jira-like qui me permet d'avancer, quoi. Donc, peu importe l'outil, mais en fait, structurer tout ça, pour moi, le to-do et les docs, franchement, faut gérer, quoi. Si vous ne gérez pas ça, Et finalement, en vous fait, le paierez, en fait. souvent aussi, je ne sais pas si c'est, vous le voyez, que ce soit Olivier ou David, on retrouve en fait beaucoup d'outils côté marketing. Moi, j'écoute pas mal de podcasts sur le marketing et la partie to-do list, il existe plein de logiciels pour faire ça. L'essentiel, c'est de s'organiser et finalement, libre à chacun de kiffer GitHub, comme dirait Youn. Et personnellement, j'en ai aucun intérêt d'aller sur GitHub, mais voilà, de se dire quel est l'outil qui me convient, dans lequel je me sens à l'aise et que je peux partager aussi avec des futurs collègues, parce que potentiellement, je vais pouvoir partager mes tâches. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée tout à l'heure. On disait le synchrone, asynchrone. Là, on a parlé beaucoup d'outils asynchrones, mais il y a des outils qui sont formidables aujourd'hui comme Figma et Miro, qui sont des outils de collaboration où en fait, quand on fait une séance plénière, que ce soit une séance post-it ou quoi que ce soit, de pouvoir voir la souris des autres, de pouvoir voir les tickets bouger, etc., en fonction d'une réunion Zoom que l'on peut faire sur un sujet particulier, que ce soit du brainstorming ou du design. Ces outils-là sont super utiles pour justement aider cette collaboration du coup synchrone pour justement le partage d'idées. Voilà, donc on a un petit peu débordé. Si on continue, on pourrait continuer des heures. Je ne sais pas si il y a plus de questions de votre côté. Voilà, on peut se prendre 5 minutes si vous voulez pour répondre. Je vois qu'il y en a qui ont été déconnectés. Hop, je réadmets. N'hésitez pas, ouvrez vos micros, posez vos questions et on essaye d'y répondre de la meilleure des façons. On n'a pas de questions. Je crois que Frédéric, il s'est caché, il s'est masqué, il écoute peut-être, mais il me semble que tu étais beaucoup en télétravail chez toi. Allô, ouais. Salut, j'avais coupé la caméra. Ouais, effectivement, nous, on est 25 en télétravail. On a commencé il y a 8 ans, en fait. Depuis le début, en fait, j'ai créé toute ma boîte en télétravail. Aujourd'hui, on est dans un mix 80% remote, 20% hybride. Ce qu'on s'est aperçu, peut-être que ce qui a été moins pointé du doigt au cours là, du webinaire, c'est que nous, on a eu tendance aussi à distinguer par profil de poste. Donc, en tous les profils type plutôt customer care, en fait, ça en full remote, ça ne crée pas de problème. Tout ce qui est lié directement au produit ou aux sales, en fait, où il y a besoin vraiment d'une communication parfaite avec le produit, avec des changements très réguliers.
Là, on a eu tendance à rajouter de l'hybride et à faire vraiment attention au niveau de la communication, notamment en synchrone. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des sales, mais il y a aussi toute la partie CRM, toute la partie marketing automation qui peut être super importante. Nous, chez Yago, on a fait les frais justement de multiplier les outils sur la partie marketing et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. On avait fait un atelier il y a quelques mois sur le CRM, on avait parlé de HubSpot, on avait parlé de Salesforce, qui sont des outils qui sont extrêmement chers, ok, mais il faut aussi regarder un petit peu ce qu'ils ont sous le capot et ce qu'ils peuvent vous permettre de faire. Si jamais vous multipliez le nombre de logiciels, finalement, on peut vite se retrouver dans les mêmes prix. Il y a Zoho aussi, que certains affectionnent particulièrement. Et après, des CRM, il en existe plein. Mais encore une fois, on est dans la tech, on sait tous pertinemment qu'un outil qui fait tout, et à un moment donné, il ne peut pas tout faire bien. Donc, l'idée, c'est essayer vraiment de trouver des outils qui puissent, par exemple, sur le marketing, l'envoi d'emails, que ce soit donc, soit des séquences ou des workflows complètement automatisés, que ce soit du chatbot, que ce soit du support chat, enfin voilà, toute une notion d'interaction client. C'est aussi à prendre en considération et il existe aussi des outils. Typiquement, nous, on est en train de migrer progressivement sur HubSpot. Je sais qu'on a Johan Defaria qui nous a quittés parce qu'il est en route, mais et typiquement, il est en train de former Saïdou sur ce sujet avec Zoho, où Zoho peut permettre de connecter plein de mini-apps et finalement, l'intelligence qui est derrière, c'est surtout d'essayer de centraliser pour perdre un minimum de temps sur les tâches, on va dire, sans valeur ajoutée. Et je crois que Olivier, tu es le mieux placé pour discuter de ce sujet. De quoi, l'automation? Du no-code? Ouais, non, mais le no-code, après, ça emmène trop loin, quoi. C'est vrai qu'avec dans Zoho, il y a des outils pour créer ses propres apps, etc. C'est assez intéressant, mais ça embarque dans d'autres choses. Moi, j'aime bien Notion parce qu'on peut arriver à faire des choses assez simplement et de façon à processer, en fait. Notamment avec les bases de données. Faut pas juste voir un Notion dans le truc, on fait de la doc et des pages. Il y a la fonctionnalité base de données qui est super pratique dans Notion et qui permet de construire des. Alors, idem Airtable d'ailleurs, Notion Airtable, même combat sur les bases de données. On fait à peu près la même chose, quoi. Et avec ça, c'est hyper intéressant, quoi. Youn, il dit Notion égale Lotus pour les vieux. Ouais, mais accessible en fait. Lotus Notes pour les vieux. C'était un peu lourdingue à développer, quoi. Mais voilà. Bon, je vous propose de conclure sur ici, si jamais il n'y a plus de questions. En tout cas, on vous remercie pour votre participation, à ceux qui ont commenté dans le chat. Et puis surtout, c'est une session enregistrée, donc on la rediffusera. Julia, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui supporte encore plus ma voix que vous, la pauvre, va s'occuper de partager toutes ces infos et on essaiera de vous faire un petit listing associé aux outils qui ont été évoqués. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de les noter ou de copier-coller les URL qu'on a partagés, histoire que vous puissiez les retrouver. Encore une fois, ce n'est que du partage, de l'entraide et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans le groupe WhatsApp et nous poser vos questions et on se fera un plaisir de pouvoir essayer de vous aider. Donc, merci Rémi. Waouh. Merci Rémi, merci Olivier et David du coup pour avoir participé et intervenu. Pour avoir dit vos retours d'expérience. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont rejoints aussi pendant ce webinaire. Et on se dit à la prochaine pour le prochain webinaire qui sera organisé normalement le mois prochain. Voilà, bonne journée à tous. Merci Salut. beaucoup. À bientôt. Salut.